O- Ok. Alors on va commencer pour vous présenter ce retour d'expérience qui est encore en cours sur la transformation en Isagri et justement au-delà de la transformation, un focus sur l'approche produit. Et pour ça, on a la chance d'avoir Cécile et Jean-Yves avec moi. Donc je vais laisser vous présenter, puis je vais me présenter après. Ok, donc Jean-Yves Bayard, donc je suis product manager au sein de l'entreprise Isagri, avec une expérience de plus de 20 ans au sein de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis Cécile Neveu, je suis business owner sur les solutions comptables et j'attaque aussi ma 20e année chez Isagri. Merci. En ce qui me concerne, donc Arnaud Berg, je suis manager conseil chez Soprastera Next et donc je pilote et coach cette transformation avec Florence Aroutounian qui devait initialement faire cette présentation mais qui ne pourra pas être disponible aujourd'hui, donc je prends le relais. Alors du coup, on vous parle d'Isagri, mais qu'est-ce qu'Isagri ? Je vais laisser tout simplement les personnes d'Isagri présenter votre entreprise. Alors c'est moi qui me lance, je vais essayer de vous brosser un petit portrait rapide. Donc Isagri, on est éditeur de logiciels. On évolue principalement dans deux grands univers. Le premier en haut, c'est le monde agricole. Donc en fait, on équipe des agriculteurs, des vignerons et tout leur écosystème. Donc des coopératives, des négoces, des industries agroalimentaires, des distributeurs ou des loueurs de matériel. Et donc ce qu'on cherche à faire en fait, c'est de faciliter les décisions de l'agriculteur en lui apportant des solutions digitales de gestion technico-économique. Donc je vous donne deux exemples. Ça peut aller de stations Météus, donc des stations météo connectées et collaboratives, jusqu'à des modules de calcul de rations optimisés pour leurs animaux. Et ensuite, le deuxième univers dans lequel on évolue, c'est celui des experts comptables et de leurs clients TPE-PME. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le premier logiciel qu'Isagri a développé dans les années 80, c'est un logiciel de comptabilité. Et donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est simplifier la gestion comptable, financière, sociale, RH, commerciale d'une petite TPE. On cherche également à digitaliser tous les flux entre cette TPE et son expert comptable. Et puis, on cherche à faciliter le rôle de copilote de l'expert comptable auprès de cette TPE. Donc, sans vous assommer de chiffres, on va faire focus sur quelques-uns. Donc, Isagri, ça a été créé en 1983. L'aventure a démarré avec 3 personnes. Et aujourd'hui, on est 2500 collaborateurs. Et sur ces 2500, il y en a 500 qui font partie de la cellule R&D. Et aujourd'hui, on va faire un focus évidemment sur cette partie R&D spécifiquement. C'est 235 millions d'euros de chiffre d'affaires, 12 filiales à l'international. Et on équipe aujourd'hui un peu plus de 140 000 petits comptes, donc TPE et agriculteurs ou vignerons, et 2700 clients grands comptes. Voilà, et puis on est 23e au classement Great Place to Work pour ceux qui connaissent ce classement. Voilà, en quelques mots, peut-être quelque chose qui n'est pas sur la diapo, une spécificité, c'est que dans notre organisation, on a internalisé 2 startups. Une première qui s'appelle Promise, donc qui est spécialisée en fait dans l'innovation agricole, et une seconde qui s'appelle BS Digital, qui elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle, qu'on met à profit en particulier dans l'univers de l'expertise comptable. Merci Cécile. Avant de vous redonner la parole sur justement ce que vous avez mis en place via cette transformation autour de votre nouvelle approche produit, un petit peu d'histoire justement. Donc on parle de transformation, Jérôme en a parlé juste avant. Alors comment ça s'est passé chez Isagri ? Isagri, comme beaucoup de contextes, donc là le cœur de métier d'Isagri, on l'a vu, c'est l'édition de logiciels, c'est l'IT, c'est le software. Donc comme beaucoup d'entreprises a souhaité se transformer, aller vers plus d'agilité pour délivrer de la valeur au plus tôt, réduire le time to market. Et ils ont initié cette transformation en 2019 avec une première filière. Donc Isagri est découpé en plusieurs filières. Chaque filière va produire une solution logicielle pour un ou plusieurs marchés. Donc, là, je vous mets les acronymes, donc il y a une première filière sur la gestion commerciale qui a démarré comme souvent en pilote. Avec une transformation agile plutôt organique, je dirais. C'est-à-dire un accompagnement pour démarrer rapidement, aller très rapidement sur des équipes très agiles sans forcément aller poser un cadre complet, type safe, comme Jérôme justement le présentait juste avant.
Donc le premier train, on va parler de train, c'est une 50aine de personnes quand même, a été lancé courant 2019 et puis sont assez rapidement arrivés sur une autonomie à 2020. Suite à quoi, l'entreprise, forcément, fort de ce succès, a souhaité déployer cette transformation sur d'autres filières, et donc c'est arrivé avec la même démarche sur la filière Compta et GIZ, donc les solutions Compta et GIZ, dont la solution Compta portée par Jean-Yves et Cécile. Peut-être en 2 mots, comment ça s'est passé, ce démarrage vers l'agilité? Alors le démarrage, en fait, à la différence de la filière GC, nous on est une filière multiproduit, donc avec plusieurs sites, donc des gens qui sont un peu partout en France, notamment sur Nantes, sur Évreux, sur des régions comme ça. Donc ça a été un peu compliqué parce qu'on était plus nombreux que la filière GC, et donc la méthode qui a été appliquée à la filière COGIZ en fait n'a pas forcément très bien porté ses fruits. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on a dû faire appel à Sopra pour travailler un peu mieux l'organisation autour de la filière. Alors, effectivement, il y a quand même pas mal de bénéfices qui étaient sortis. C'est-à-dire qu'il y a déjà une certaine culture agile qui a été instaurée au niveau des équipes, mais la voilure étant beaucoup plus grande, hein, là on était sur une 50aine de personnes, là on parle de 120 personnes en tout, une grosse centaine de personnes. Il y avait besoin d'un peu plus de cadre et d'un peu plus de prise de hauteur sur la transformation. Donc arrivé à la deuxième phase de la transformation, où le premier objectif, ça a été justement de mettre en place un nouveau cadre de transformation et de porter ce cadre au-delà du simple somme d'équipes agiles, mais vraiment aller raccrocher toute la transformation à la stratégie de l'entreprise. Donc la première action par rapport à ça a été ramener effectivement le marché dans la transformation, qui est représenté aujourd'hui par Cécile, hein. Donc la direction marché qui s'occupe justement de la stratégie business, bon, Cécile en parlera mieux que moi, autour des produits. Donc les ramener dans la transformation et repenser la transformation de manière plus globale en embarquant toute la direction également sur ces sujets-là. Donc encore une fois, je rebondis directement sur la présentation de Jérôme, hein, embarquer le top management là-dedans. Ensuite, la deuxième action, ça a été poser un cadre qui peut paraître peut-être plus restrictif par rapport aux équipes, mais en fait, plus le cadre est posé, mieux le cadre est posé, plus la liberté est grande. Donc l'idée c'est ça a été reclarifier les rôles, les responsabilités sur un cadre plus proche de ce qu'on fait en SAFe. Et donc une première transformation a démarré là-dessus sur une autre filière qui était PV, avec une phase de préparation en général, on compte j'ai changé l'échelle de temps. On compte 6 mois de préparation pour lancer le train. Et ensuite, les trains ont été relancés avec quelques adaptations côté comptage et GIZ. Une troisième action a démarré en 2021, fin 2021. Ça a été de reporter, aller plus loin encore cette dynamique de transformation en créant un LACE. Donc un LACE, ça va être toute une communauté de porteurs d'amélioration continue et de la transformation continue de l'entreprise. Donc représenté ici par les RTE des trains déjà engagés, plus à venir les prochains RTE, mais également sponsorisés par la direction. Et voilà, donc les trains aujourd'hui sont autonomes, les 3 trains, et on est en train de démarrer une 4e, 5e filière du coup autour des produits paye. Donc la transformation, vous voyez, continue. Là, on a l'ensemble des filières, hein. L'objectif, c'est vraiment un alignement global de l'entreprise sur cette dynamique et vraiment apporter cette agilité globale de l'entreprise au-delà simplement des filières. Un petit peu de contexte et peut-être de revulgarisation. Je ne sais pas si tout le monde est familier de SAFe, mais c'est surtout contextualisé à l'environnement Isagri. Donc l'environnement Isagri, on a une direction marché avec des responsables de marché, hein, comme Cécile. On a une direction commerciale avec des équipes commerciales, hein, c'est pas la même direction. Une direction produit qui va s'occuper vraiment de toute la stratégie, le design produit. Pour rappel, hein, vous êtes éditeur de logiciels, donc cette fonction-là est essentielle. Ensuite, plus classiquement, comme dans les DSI, donc des directions de développement avec test et développement et une direction support logiciel. On retrouve notre classique SIC en V, et quand on est arrivé, effectivement, on avait sur les filières non transformées des time to market entre 1 et 2 ans. 1 et 2 ans parce que classiquement on fait des plans projets, je sais bien vous avez ouvert toute la voie, aussi bien Julien que Jérôme, hein, on fait des plans à l'année, on fait une stratégie à l'année avec des projets engagés qu'on ne va pas forcément arrêter. Je reprends tous ces mots là et du coup on se retrouve avec une file d'attente qui génère du résultat au bout d'1 à 2 ans, avec en fonction des filières peut-être une ou 2 versions par an. Agiliser tout ça, ça veut dire quoi? Alors forcément on voit plus facilement l'aspect organisationnel, mais ça va plus loin que ça, hein. Mais ça va déjà remonter un collectif global autour de l'approche produit.
C'est-à-dire travailler ensemble, aussi bien le marché que la direction produit, que le développement et le test, pour aller produire des cycles plus courts de production de valeur autour du produit. Donc on retrouve cette organisation classique. Une spécificité autour de Isagri, c'est le rôle de RQM pour Release and Quality Manager qui n'existe pas dans SAFe. Aujourd'hui, c'était un parti pris parce qu'il y avait déjà un poste de Quality Manager qui existait et de Release Manager. C'était de garder ce poste pour accentuer et vraiment donner plus de poids sur la responsabilité d'amélioration de la chaîne de delivery et de la qualité de manière générale. Donc garder ce poste-là, le renforcer, le mettre au niveau programme, ça permettait aussi de mettre beaucoup plus d'énergie et plus d'efficacité dans l'amélioration de ce sujet-là. Et ça, du coup, ça a permis de ramener sur les filières déjà transformées, de ramener de 1 an en fonction des sujets. On est entre 5 à 2 mois de time to market. Alors, en synthèse, les quelques points clés succès de cette transformation, même si elle n'est pas terminée. Le premier, je redis ce qui a déjà été dit, ce que j'ai déjà dit, c'est vraiment le sponsorship. C'est le fait d'avoir vraiment ramené le top management dans la transformation. Pour vous donner un exemple assez frappant, je dirais, qui nous-mêmes nous a étonné, quand on est allé démarrer la dernière filière, la paye en décembre, c'est directement Pascal Chevalier, le DG, qui est arrivé et qui a sensibilisé tout le monde, alors c'était pas prévu, mais qui a fait une introduction sur le kick-off de transformation, expliquer ce qui allait arriver, les points clés de la transformation, ce qui allait se passer pour eux, c'est lui qui l'a expliqué. Et il l'a expliqué, il a vulgarisé l'agilité, voilà, on était assez impressionné. Donc directement à la direction générale, l'agilité est connue et elle est embarquée. Et ça, forcément, ça permet d'aligner l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, Isagri, ça c'est une des forces, c'est dans le contexte qui était déjà initialement favorable, mais d'autant plus, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause. Il y a vraiment un embarquement global de l'entreprise. Même ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans l'agilité, il y a une demande d'avancée. Alors, il y a une petite question, je vais la prendre maintenant. Oui, alors j'ai pas. Alors très rapidement, après je vais surveiller le timing, mais bien sûr il y aura un temps pour les questions. Très rapidement, en fait, ici avant de lancer les trains, il y a toute une phase de préparation ici, que vous voyez ici. Tout ça, c'est préparation, ça va être formation, accompagnement, préparation du backlog, travail du cadre organisationnel, comment on constitue les équipes, etc. Changement de rôle, s'il y a des changements de rôle. Il y a effectivement une grosse phase de formation, de préparation préalable qui est indispensable, et il y en a en général minimum 3 mois. En fonction de la taille du train, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Après, l'idée, c'est pas d'attendre trop avant de lancer non plus, parce que de toute façon, on s'adapte continuellement. Mais normalement, il y a un espace pour les questions. N'hésitez pas s'il y a une incompréhension, surtout là-dessus. Ensuite, cette transformation, donc, déjà, elle est incarnée par la direction générale, mais en plus, elle découle complètement de la volonté de l'entreprise et de son projet d'entreprise. Donc, ils ont un projet d'entreprise 2018-2023 qui tourne autour du collaboratif, de la production de valeur, de l'enchantement client. J'en ai peut-être oublié 2 ou 3. La croissance, time to market. Et le time to market, effectivement. L'idée, c'est bien de structurer, rendre plus efficace toute l'entreprise pour pouvoir faciliter aussi la croissance, parce qu'il y a vraiment un objectif de croissance dans cette entreprise, et des opportunités plus qu'un objectif. Voilà, le contexte est initialement favorable. Il y a un contexte, il y a une proximité client, il y a un contexte produit. Ce qui était important pour nous, c'est vraiment un modèle qui fonctionne. Le modèle SAFe aujourd'hui fonctionne, les transformations elles ont été éprouvées, mais tout en gardant les spécificités du contexte, les spécificités des aigris. On a donné l'exemple avec le RQM. Voilà, c'est vraiment, et c'est aussi quand on va bien quand on comprend bien ce qui est SAFe et la volonté de SAFe, souvent ça peut faire peur et on se dit c'est vraiment appliqué à la lettre telle méthode, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus souple que ça, SAFe. C'est vraiment au niveau de l'échelle, c'est avant tout des principes. C'est un cadre qui donne assez de liberté au final pour trouver le fonctionnement de l'entreprise optimal et surtout l'améliorer continuellement. Et enfin, des choses qu'on a pas mal renforcées via cette transformation, beaucoup plus qu'avant et qui a aussi beaucoup porté ses fruits, c'est vraiment l'accompagnement au changement.
Alors une transformation, par définition, c'est du changement, donc il y a de la formation, il y a du coaching. Mais l'idée, c'était d'aller encore plus loin et beaucoup plus travailler vraiment l'aspect change, tel qu'on peut le faire sur d'autres missions plus change classiques, aller travailler la communication beaucoup plus en amont, aller embarquer dès le début, dès le départ, l'ensemble des collaborateurs, les rendre acteurs dès le début de la transformation. C'est-à-dire dès le moment où on commence à travailler la transformation, au début de cette phase de transformation, il y a déjà un kick-off avec tout le monde. On a déjà l'objectif qui a été posé. À la limite, il y a juste un atelier où on pose l'objectif. Je reprends les mots de Jérôme, merci de m'avoir ouvert la voie. Sur reposer l'objectif le sens de cette transformation et on embarque tout le monde. Et tout de suite, on répond à toutes les questions, toutes les interrogations, toutes les peines. On laisse ensuite chacun s'exprimer sur quelles sont les attentes, quels sont les freins à la transformation. Et voilà, ça permet, je ne vais pas aller plus dans le détail, mais l'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le monde. Voilà pour remettre le contexte sur la transformation. L'objet de ce retour d'expérience aujourd'hui, maintenant que vous avez vu la vision globale, c'était d'aller faire un focus beaucoup plus précis sur ce qui a été fait au niveau du produit, au niveau de la démarche produit, ce qui existait avant, qu'est-ce qui a été changé, comment ça a été changé et ce que ça a apporté. Et là-dessus, du coup, je vais laisser Cécile et Jean-Yves reprendre la parole pour aller expliquer comment ils ont vécu ça et ce qu'ils ont mis en place justement avec l'accompagnement de Florence. Ça marche, alors c'est moi qui démarre. C'est toi qui cliques, Arnaud? Tu veux? Ouais, super, merci. Donc, retour d'expérience en toute modestie, hein, avec voilà, notre background d'une petite année maintenant d'accompagnement avec Sopra. Notre problématique de départ, je dirais que c'est une problématique qui est assez commune à beaucoup d'entreprises. C'est qu'on avait l'impression avec Jean-Yves de vivre avec un effet tunnel fortement désagréable. Donc cet effet tunnel, en fait, il était lié essentiellement à une chose, c'est qu'on avait un gros rituel commun entre le produit et le marché, qui était un plan produit. Donc ça avait lieu au mois de mai chaque année, et on fixait le cap pour 24 mois. On faisait quand même une petite actualisation au bout de 12 mois. Donc cet effet tunnel-là, il avait en fait deux conséquences principales. La première, c'est qu'on ne sortait qu'une seule version majeure par an, donc on ne délivrait de la valeur au marché qu'une fois dans l'année. Et la seconde, c'est qu'on s'était mis d'accord sur un cap principal, mais à la fin, on se rendait compte qu'on s'était carrément désaligné potentiellement sur un certain nombre de sujets. Alors souvent, je prends cette image-là, c'est qu'avec Jean-Yves, on s'était mis d'accord qu'on voulait aller aux États-Unis, sauf que y en a un qui a terminé en Californie, qui est parti en avion, et l'autre qui a terminé sa course en Floride et qui lui est parti en bateau. Mais pourtant, on s'était mis d'accord, on voulait partir tous les deux aux États-Unis. Donc, ce qu'on a cherché en fait à faire à notre échelle, c'est de tirer profit du cadre SAFE qui a été posé avec l'aide de Sopra pour sortir de cet effet tunnel. Donc, si je prends pas la zapette, ça va marcher. Et donc, l'idée derrière, c'était ce qu'on cherche à faire au quotidien, c'est d'aligner en continu l'ensemble des maillons de la chaîne. Et donc, c'est une chaîne avec du monde dedans. Donc, ce qui rajoute en fait une difficulté. La chaîne, elle part de nos 65 000 utilisateurs de notre logiciel de comptabilité, avec plein de profils différents, et elle descend jusqu'aux 90 équipiers, donc aux équipes dev. Donc, ce qu'on a souhaité faire, en tout cas, ce qu'on a cherché à faire une fois ce constat posé, à notre échelle, avec Jean-Yves, on s'est dit, on va essayer de se concentrer d'abord sur un des maillons, qui est notre maillon à tous les deux. Donc, le maillon entre le business owner et le product manager. Donc, ce qu'on va essayer encore une fois modestement, de vous partager. Ah. C'est bon? C'est bon? De vous partager, c'est de façon très concrète, quelles sont les actions qu'on a mises en place pour activer un certain nombre de leviers. Pour faire quoi? Ce qu'on a cherché à faire, c'est intensifier notre proximité à tous les deux. Donc en cherchant de la haute fréquence de contact, et à chaque fois qu'on est en contact, chercher énormément de profondeur aussi dans ce contact-là, parce qu'en fait, on était plutôt d'accord sur la vision macro, mais le désalignement, en fait, il se faisait quand on descendait vraiment à l'échelle micro, et on va vous expliquer comment tout à l'heure. Donc ça, c'est toi qui introduis. Donc on a lancé 3 familles d'actions pour s'aligner. Donc déjà la répartition des rôles entre le BO et le PM, donc les droits et devoirs. Donc on détaillera un peu par la suite. La deuxième action, c'est de mettre en place des outils communs justement pour s'aligner. De la partie macro sur la vision produit jusqu'au le détail, donc le traitement des futurs et des épopées. Et puis de multiplier les points de contact entre nous, entre BM et PO,
avec des rituels fréquents et surtout structurés pour préparer les fameux PI et jusqu'au partage de la valeur produite auprès des sales. Donc de faire le relais entre ce que l'on a décidé au PI et ensuite qu'est-ce que l'on communique à la suite de ces PI planning ou des CPI. Alors, la répartition claire des rôles. Ouais, alors je vais commencer. Vous avez vu dans mon intro, on vient de la Terre en fait, donc on est des pragmatiques dans notre démarche. Donc on n'a pas réinventé la poudre. En fait, avant la mise en place du cadre SAFE, on avait déjà une organisation avec d'un côté du marketing marché et de l'autre côté du marketing produit. Et donc cette expérience, ça ne paraît pas comme ça, on a 20 ans tous les deux de boîte, ça nous a permis en fait d'acquérir un certain nombre de savoir-faire. Et ce qu'on s'est dit, ces savoir-faire-là, on va chercher à gagner encore plus d'expertise chacun dans notre domaine pour être complémentaires. Donc mon expérience à moi, j'ai fait 15 ans de commerce, en fait 14 ans chez Isagri sur tous les marchés, agricole, TPE, PME, expertise comptable. Et puis ensuite j'ai rejoint le service marketing marché où je gère toute la partie marketing digital, l'inbound marketing, donc avec une approche en fait de buyer persona. Et je m'occupe également de la montée en compétences des commerciaux. Donc ça me permet vraiment d'être au contact de façon très concrète. Donc partant de cette expérience-là, moi ce que j'embarque dans notre organisation, BOPM, dans quelle est ma zone en tout cas d'action, je vous les ai notés dans le carré bleu en bas à gauche. Déjà, je suis le point d'entrée en fait pour les utilisateurs et les sales. Donc ce sont nos deux canaux qui nous permettent de remonter les besoins clients. Principaux. Ensuite, on organise énormément de choses comme les focus group notamment. Le but, c'est d'identifier les pain points de nos clients. En fait, on construit ce qu'on appelle des cartographies d'irritants qui nous permettent de classer ces irritants en fonction de leur fréquence et de leur intensité. Et puis ensuite, partant de là, on structure également, depuis la démarche buyer persona, les user persona, c'est un peu différent. On n'a pas tout à fait les mêmes entre la démarche d'inbound marketing et ensuite comment on le traduit dans la vision produit. Je co-travaille avec Jean-Yves toute la partie use case. La partie veille concurrentielle, là aussi en fait c'est un travail commun, c'est-à-dire que moi je vais plutôt travailler toute la partie évidemment veille concurrentielle, tarifs, messages, promesses de valeur, et puis quand il faut rentrer dans le détail au niveau fonctionnel, c'est un travail commun avec le PM. Et puis je terminerai, on vous le détaillera tout à l'heure, sur comment on construit les paris de croissance, puisque quand on embarque un train, même chose, on est pragmatique. Combien de valeur on va produire, auprès de combien de clients, et donc quel pari de croissance on fait. Alors de mon côté, moi, mon expérience au sein de l'entreprise, donc ça a été d'abord d'animer une équipe de support logiciel, c'est-à-dire que je suis rentré par la partie produit. Donc j'ai une connaissance des produits qui a été faite en faisant du support, en faisant des formations, en allant animer des réunions clients. Et puis par la suite, je suis passé aussi, comme Cécile, du côté du marketing produit, donc pour traiter toute la partie évolution du produit et puis travail sur la refonte de la réécriture du logiciel, donc amélioration de l'application. Et donc moi, les actions sur lesquelles je suis en mise en place, c'est-à-dire que c'est toute la partie mise en place de la vision produit, donc de déterminer la vision produit en accord avec Cécile, donc ensuite d'identifier les features, les épiques, etc. Et bien sûr d'animer le backlog général avec une équipe de PO, donc de calculer tous les points de valeur, les points d'effort, etc. C'est-à-dire calculer le fameux WSGF. Et puis de rechercher une MVP pour délivrer rapidement de la valeur au niveau de nos clients. Et bien entendu, donc j'anime l'équipe PO et donc on travaille beaucoup sur la validation fonctionnelle également des analyses qui sont faites. Alors pour rentrer un peu dans le détail des outils que l'on utilise, on a 3 grands outils communs sur lesquels on travaille ensemble avec Cécile. Donc le premier outil qu'on a mis en place avec Florence au tout début, enfin ça aurait dû être au tout début, mais on l'a fait un peu en décalé. Donc c'est ce qu'on appelle la vision produit, donc de cartographier ce qu'on entend par vision produit, avec une découpe assez intéressante qui nous permet déjà de savoir de quoi on parle, c'est quoi le produit, c'est pourquoi on le fait et pourquoi on le fait évoluer. Donc de savoir, de s'aligner entre nous deux, de dire ok, on veut avancer, on se projette dans 5 ans, quel sera le produit qu'on imagine dans 5 ans. Donc c'est notre cible, et pourquoi on le fait, et à la différence de quoi.
Et puis après, une fois qu'on a défini cette baseline, on va travailler sur la partie, j'ai perdu le terme, le radar, en fait, pour déterminer les points de force. Être d'accord entre nous deux, c'est est-ce qu'on veut travailler sur la simplicité d'un produit, sur l'user experience, est-ce que c'est la productivité? Donc on se met d'accord sur quels sont les points de force de notre produit vis-à-vis de la cible client qu'on va adresser. On n'a pas les mêmes points de force si on s'adresse à un expert comptable ou un agriculteur, donc on se met bien d'accord sur qu'est-ce qu'on attend. Et donc du coup, c'est assez éclairant parce qu'on voit bien le radar ici, qu'on a des points de force sur lesquels on va insister et on est d'accord, on est aligné. Il n'y en a pas un qui croit qu'on va faire de la simplicité et l'autre pense intégration dans un système d'information existant. On est bien aligné. Voilà. Après, il y a différents thèmes, il y a la couverture fonctionnelle, il y a les fameux personas ou les utilisateurs, et puis la valeur qu'on va promettre à nos clients, donc ce qu'on appelle la valeur. Donc tout ça est cartographié en une seule fiche et qui permet ensuite de communiquer à la direction, à tout le monde, à toutes les parties prenantes, pour dire voilà notre objectif final, on veut aller vers ça. Puis une fois qu'on a travaillé sur cet aspect-là, donc cette fiche-là, on va l'actualiser normalement 3 fois par an. Donc à l'inverse d'un plan produit où on était sur 1 fois par an, là on va accélérer le rythme de l'actualiser beaucoup plus souvent. Et puis après, une fois qu'on a fait la vision produit, on est passé sur la MVP version, c'est-à-dire qu'on connaît l'objectif et là on va définir les chemins pour y aller. Comment on y va? Donc voilà, comment on va aux États-Unis? Est-ce qu'on prend le bateau? Est-ce qu'on prend l'avion? Et est-ce qu'on a des étapes intermédiaires? Donc là forcément on a décidé de découper en étapes, parce qu'on ne va pas y aller en une seule fois, on a quelques années à travailler. Donc on a travaillé nos étapes de migration, et puis on a, contrairement à ce qu'on faisait avant, on a travaillé par rapport à la valeur qu'on va délivrer au client. On n'a pas pensé fonctionnel. Je veux réécrire un module, je vais réécrire ceci, je vais réécrire cela, où on était très technique. Là, on a dit, quelle est la première cible de nos clients qu'on veut viser avec ce nouvel outil? Donc c'est d'abord ce qu'on appelle, nous, la profession libérale, donc les infirmières, etc. Donc on a une première cible qu'on va délivrer. Et ensuite, on a une deuxième cible qui seront les petites entreprises et une troisième cible qui seront les agriculteurs. Donc on est vraiment d'accord avec ces cibles pour déterminer les points intermédiaires et comment on va y aller. Et à travers cette MVP version, on commence à mettre en place une nouvelle notion que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, les initiatives. Donc c'est un peu au-dessus du niveau des épopées. Et ce qui permet aussi là, de déterminer les grands sujets sur lesquels on va devoir travailler quand on va être sur la MVP épopée, qui est la suite. Voilà, donc la troisième étape, c'est là aussi, on n'avait pas l'habitude de travailler comme ça, avec une épopée qui va contenir un certain nombre de features, donc qu'est-ce qu'on va faire comme fonctionnalité. Et puis vous voyez les petits cadres, ça va être notre MVP. Donc sur la cible BNC, par exemple, que j'ai déterminée ici, je vais commencer par cette partie-là. Et quand je serai sur la cible BIC, je vais compléter ma MVP au fur et à mesure de mes cibles. Donc on travaille vraiment très différemment de ce qu'on faisait avant. Où avant, on aurait dit, je vais faire tout ça, ma prochaine version, c'est tout ça. Et après, j'ai pas la bonne cible, c'est pas grave, j'ai fait ma version, je suis content. Voilà, donc une approche très différente par rapport à tout ça. Et puis après, on a travaillé aussi sur la multiplication des points de contact. Et donc là, c'est pareil, donc c'est ce que je vous disais. Donc, on a cette fameuse vision produit qu'on va actualiser 3 fois par an. On retrouve dans cette vision-là ce qu'on appelle les MVP 1 et 2 et 3, donc ces fameux produits. Donc ça, 3 fois par an, on va sanctuariser ces échanges. Ensuite, à chaque fois qu'on prépare un PI, on va découper nos épopées, on va faire nos MVP. Donc on choisit nos MVP régulièrement avant chaque préparation de PI. Et puis après, pendant le PI, en termes de préparation du PI planning, Cécile va travailler sur le contexte business, donc on va travailler sur qu'est-ce que l'on veut exprimer auprès de l'ensemble de la filière, pour quel est notre objectif, pourquoi on le fait, etc. Et puis moi, je vais expliquer la vision de produit. Et tout ça, ensuite, va être décliné pendant le PI en objectifs business que les équipes vont devoir elles-mêmes proposer. Donc une application également des équipes lors du PI planning. Voilà. Oui, je pense. Donc Jean-Yves vous a présenté en fait la partie en haut à gauche, et moi je vais vous montrer le magnifique fichier Excel, comme quoi c'est magique Excel quand même, hein. Il y a que c'est vrai. Un autre outil qu'on a mis en place qui n'existait pas et qui nous permet en permanence de nous aligner en continu
en micro notamment, c'est quand on doit évaluer la fin d'un PI. C'est-à-dire que moi, j'interviens en début de PI, j'interviens pendant les 3 jours de PI. Et puis, il faut quand même venir évaluer la partie valeur business produite. Donc, en fait, on s'est un peu cherché. Je vais vous expliquer comment ça s'était passé dans les 2 premiers PI. On se retrouvait, en fait, les BO en face de toutes les équipes. C'était un lundi matin en système démo, youpi. C'était il y a 10 semaines, en fait, qu'on avait calé les objectifs. Donc, il fallait qu'on se remette aussi dedans parce qu'on fait autre chose en parallèle. Donc, on avait un petit moment de solitude quand ils nous présentaient certaines features, notamment des enablers, youpi. Et donc là, on s'est dit, on n'était pas très à l'aise, nous les BO, parce qu'on est 2 BO, parce qu'on avait l'impression que quand on remettait une valeur, il y avait une forme de jugement dans le travail des équipiers. Et en fait, souvent, on leur disait, c'est pas ton travail qu'on juge, c'est la valeur business qu'on évalue. Et on sentait qu'il y avait une forme de flottement, donc on a rechangé. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une séance préparatoire avant la système démo du lundi, qui a lieu le vendredi. Donc le vendredi, on repart en fait de ce fichier-là où ce que vous retrouvez, c'est l'ensemble des équipes. Pour chacune des équipes, les objectifs engagés. Et pour chacun des objectifs engagés, la valeur business que nous, BO, on avait évaluée, en théorie. D'accord ? Et comme Jean-Yves, lui, suit au plus près, au quotidien, l'ensemble des équipes, dès le vendredi, il est capable de nous dire l'objectif va être atteint ou alors, attention, on a dû réduire effectivement tel cas d'usage ou on a rencontré tel problème technique qui ne va pas nous permettre de délivrer la totalité de la valeur. Donc, ce qui fait qu'on arrive déjà, on a un échange sans les équipiers, déjà, PM, BO, les RTE sont là également, et donc ça nous permet d'arriver beaucoup plus serein, plus préparé et aligné devant le reste des équipes le lundi. Voilà. Et dernière chose également, en tout cas que j'embarque, qui n'est pas sur la slide, c'est les commerciaux. Donc nous, vous avez vu, on a une équipe commerciale assez dense, autour de 120, 130 sales sur le terrain. On a également des équipes de télévente, donc des vendeurs sédentaires. Moi, je viens de là, donc voilà, c'est des gens super, mais très exigeants, qui nous disent « mais qu'est-ce que vous faites ? Ça ne produit pas assez vite, assez fort ». Donc, ce qu'on a mis en place depuis maintenant les 2 derniers PI, donc avec un des PM et quelquefois quelques PO, on fait une séance, un workshop, où à la fin de chaque PI, on fait une présentation aux sales, pour le coup des features qui viennent d'être délivrées. Et ils commencent à sentir, eux, comme ça fait vraiment 1 an que les trains commencent à être autonomes, que, ok, ça y est, je vois qu'il y a de la valeur qui est délivrée de façon beaucoup plus régulière. Et même eux, maintenant, ont l'habitude de me dire, mais c'est pour quel MVP, Cécile ? Parce qu'avant, on voulait toucher tout le monde tout de suite, avec un truc très profond. Donc voilà, ça commence également à porter ses fruits. Et mine de rien, aligner les sales, ça diminue un certain nombre de pressions que peuvent avoir les équipes dev pendant un PI. Alors, on va passer pour demain. Je vous disais, on était des pragmatiques, comme on vient de la Terre. Donc, on n'a pas prétention de dire que c'est parfait. Donc, ce qu'on va vous partager, c'est peut-être un peu notre feuille de route, parce qu'on bouge tout le temps, en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher à améliorer dans les 8 semaines qui arrivent ? Du coup, on revient sur la fameuse MVP version. Donc, entre la vision produit et après la mise en action dans la version, on débute. Donc là, on voit qu'on est encore un peu frais. Donc, on a fait une première version et on a besoin d'anticiper ce sujet-là parce que ça prend du temps, mine de rien, de s'aligner. Donc, il faut qu'une fois qu'un PI est lancé, qu'on prépare tout de suite la version suivante. Qu'est-ce qu'il y aura dans la version suivante qu'on s'aligne bien entre Cécile et moi sur le fait qu'on va adresser telle et telle fonctionnalité pour telle et telle cible, de vérifier qu'on est toujours en ligne, qu'on n'a pas pris de retard, etc. Et donc de continuer à maturer entre chaque étape et d'intégrer tout ça dans le process, de dire, on a notre vision produit, mais pensons toujours à réactualiser cette MVP version parce qu'il se passe toujours des événements pendant 2 mois et demi, passer pas mal d'événements, et donc d'être toujours plus près et plus fin au moment de démarrer le PI suivant, en fait. Donc on a ce premier sujet-là sur lequel on doit travailler. Le deuxième sujet, je vous parlais de différents maillons de la chaîne. Là, on s'est très concentré sur notre maillon à tous les deux, mais il y a un autre maillon derrière qui est celui des PO. Et en fait, mon objectif à moi, c'est de faire baigner les PO au quotidien dans les enjeux business. Parce qu'en fait, ils entendaient parler d'enjeux business uniquement au lancement du PI planning.
Et après, nous, on revenait pendant le PI, pendant les 2-3 jours, redonner encore du sens, mais on s'est dit, bah, ça suffit pas. Même chose, il faut que ça soit en fait en continu. Donc, ce qu'on a expérimenté 2 fois, on s'est pris les pieds dans le tapis pour tout vous dire, hein, pour le moment, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est qu'on a initié un nouveau rituel, à peu près 1 fois par mois, 1 fois toutes les 6 semaines, qui réunit les PO, les PM et les BO. Et donc, c'est là en fait où on continue à répondre à leurs questions. Et le but du jeu, c'est ce que j'ai marqué là, c'est que nos PO se transforment en sachets de thé, c'est-à-dire qu'ils puissent infuser puis diffuser la valeur business, le contexte business, redonner du sens au quotidien en fait aux équipes. Où quelquefois on voit un tout petit bout et on a oublié peut-être ce que le BO avait pu raconter 10 semaines avant. Donc, je vous disais, on s'est pris un peu les pieds dans le tapis parce que je pense qu'on n'a pas trouvé encore notre vitesse de croisière, le bon format. Ils sont hyper en attente. Voilà, donc nous, on prend facilement beaucoup de place dans les réunions. Mais voilà, donc on va essayer de... Pour le coup, on en a fait une encore mardi. C'est pas trop mal. On a sorti des choses intéressantes. Mais on ne peut pas trop faire un Rex là-dessus parce qu'on n'a pas trouvé notre vitesse de croisière. Et puis la dernière action, c'est également une action importante. On cherche à diversifier encore et toujours les canaux de collecte de la voix du client. Ce qu'on cherche à faire au maximum, c'est de limiter le nombre d'intermédiaires entre la bouche du client et nos oreilles à nous. Donc, je vous disais, souvent, c'est les sales qui nous remontent des choses. Moi, je fais beaucoup de focus group, d'études quanti, d'études quali. Et là, on a mis en place, en fait, depuis quelques semaines, un nouveau dispositif via l'outil Upvoty, qui permet en fait à nos clients de venir directement déposer sur une plateforme collaborative leur demande d'évolution. Et là, on s'est dit, nous, PM et BO, on se retire, on fait un pas en arrière et on va laisser les PO prendre le lead sur le sujet. Donc, en fait, ce sont les PO qui sont missionnés pour venir faire l'analyse et la modération sur Upvoty. C'est eux qui vont classer ça également par grande thématique. Et c'est eux qui, lors de la préparation notamment de notre PI set, vont venir porter les sujets. Donc, ça ne sera pas simplement le BO qui va venir porter des sujets, c'est également les PO. Donc, on se dit c'est une façon aussi, à chaque fois, de cultiver ce sens-là au quotidien pour les product owners. Voilà. Merci Cécile, Jean-Yves pour ce focus, ce retour d'expérience du coup sur vos transformations d'approche produit. Si je ne me trompe pas, il doit rester une bonne dizaine de minutes. Si vous avez des questions, que ce soit sur la transformation, comme on l'a abordé tout à l'heure, ou sur profiter justement de la présence de Cécile et Jean-Yves ici sur leur rôle de BOPM et ce qu'ils ont transformé. Ouais. Oui, ça marche. Oui. Merci déjà, c'est super intéressant. Moi j'ai une question, j'ai vu sur un slide que vous aviez mis en place des mécanismes de WSJF. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé. J'imagine que ce n'était pas une pratique que vous aviez l'habitude d'utiliser. Comment ça a été perçu et comment ça a évolué? Alors effectivement, c'est pas une pratique sur laquelle on est très expérimenté. Donc on a démarré, dès le début, on a démarré sur cette façon de classifier les features dans un premier temps. Aujourd'hui, la difficulté que l'on a surtout, c'est sur l'évaluation des points d'effort. En fait, c'est le point qui est le plus compliqué. Et d'arriver à une bonne taille de feature. Dès le départ, de ne pas arriver avec des features qui soient déjà trop grosses, ce qui fait que le point d'effort il est au maximum et du coup, on ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est effectivement c'est un des sujets sur lesquels on est peut-être... en fait, on a démarré fort sur ce sujet-là au départ. Et puis après, on s'est dit il faut d'abord qu'on se recentre sur la vision produit, sur la découpe des objectifs, la MVP, etc. Afin de pas trop faire un focus sur la fonctionnalité précise en tant que telle en termes de priorité, d'avoir déjà la bonne vision produit, vers quoi on veut aller. Et ensuite, quand on est dans les épopées, on fait d'abord surtout la MVP feature, en fait, de dire on classe nos features dans le bon ordre, dans l'ordre dans lequel nous on estime qu'elles soient vraiment importantes pour le marché dans un premier temps. Et après, une fois qu'on les a bien classées dans cet ordre-là, on va rentrer dans le WSJF pour essayer de voir laquelle on va prendre en premier, lesquelles sont les plus intéressantes et sur lesquelles on a le plus de risques, par exemple, pour éviter de se retrouver à la fin d'un PI avec des features qui ne sont pas terminées. Mais voilà, je dirais qu'aujourd'hui, on a encore pas mal de sujets à travailler autour de ça. Ce n'est pas là-dessus qu'on est le plus à l'aise. Donc, si je reformule, en fait, votre principal levier de priorisation aujourd'hui, c'est surtout l'approche MVP
Et réfléchir quel est le minimum de valeur, le minimum Voilà. produit pour un maximum de valeur. C'est ça. Il y a beaucoup c'est là où c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'échange. Finalement, le WSGS, c'est une façon à un moment donné de prendre une décision quand on n'est pas d'accord. On va dire, à un moment donné, on avait 5-6 évolutions. J'ai dit à Cécile, bah, écoute, il va falloir que tu choisisses parce que les 5, on ne les fera pas. Et donc là, on a travaillé sur le WSGF pour dire, c'est tout, ça va être la machine qui va le calculer. On va s'appuyer là-dessus, sinon on ne va jamais y arriver. Et donc voilà, quand on commence à plus savoir comment faire, on s'appuie dessus à ce moment-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors merci pour la présentation, c'était top. J'entendais au démarrage, Arnaud, que tu disais que finalement le DG aujourd'hui il vient au démarrage d'un nouveau train. Historiquement, comment ça s'est passé pour que cette transformation soit lancée? Est-ce que c'est lui qui a été à l'initiative? Est-ce qu'il a fallu le convaincre par le bas? Comment c'est arrivé pour qu'aujourd'hui finalement ce soit lui qui vienne sur un démarrage d'un nouveau train? Alors, je ne vais pas pouvoir parler sur le début de la période. Je ne sais pas si vous savez comment ça s'est passé. Oui. C'est quand même lui qui était un peu l'initiative du passage en agilité de l'entreprise, enfin, en tout cas de la filière production. C'est quand même lui qui était le premier sponsor au départ. C'était une déclinaison directe, ce qu'on disait du projet d'entreprise, vers le collaboratif, l'enchantement client, l'accélération du time to market. En fait, c'est effectivement on travaille sur des plans stratégiques quinquennaux, donc à 5 ans. Et donc dans notre projet P 2023, il y a un axe majeur qui est la transformation, donc à tous les étages, et notamment le volet time to market. Donc c'est lui qui l'a porté aussi avec l'équipe Codir, avec l'équipe Codir Allergie, dans lequel on était plusieurs à avoir été intégrés. Donc l'impulsion, elle est venue de tout temps. Après, ce qui a aidé aussi, je pense, c'est quelque chose qui fait partie de la culture Isagri, qui a une certaine proximité entre la direction et les équipes. Et il y avait une réelle envie de la direction, justement, de donner les moyens à la transformation, sans forcément savoir comment. Donc ça a démarré avec un sponsorship fort, et ça a continué ensuite, justement, sur la deuxième phase, avec le fait de les rendre encore plus acteurs de cette transformation, en intervenant justement, en embarquant l'ensemble des collaborateurs là-dessus, et toujours avec l'envie et l'énergie de le faire, ce qui a effectivement beaucoup aidé. Et peut-être en complément, pour vous montrer que c'est quelque chose qui transpire à tous les étages, c'est que l'équipe commerciale, les sales, la direction commerciale est passée en agilité également, donc avec une organisation agile des commerciaux sur le terrain, et a commencé à décliner aussi ce concept-là. Donc c'est un peu révolutionnaire pour le coup. Donc on oublie les objectifs individuels commerciaux pour travailler autour d'un objectif commercial commun. Donc on n'est pas passé sur un seul, on est passé sur 10 objectifs autour de 10 régions commerciales, mais ils se sont appropriés aussi un certain nombre de concepts pour passer l'équipe commerciale en agilité. Oui. Jérôme, ouais. 1, 2. Merci beaucoup pour votre ex, très intéressant cet angle de vue sur le produit. Moi j'aurais une question sur la slide précédente que tu as montrée concernant les paris commerciaux que tu as énoncés. Encore après. Ouais. Encore. Où il y a les cadres, les 4 cadres. Voilà, hop, c'est bon. Tout en bas à gauche, paris, croissance, valeur business. Du coup je me demandais comment vous suivez, enfin comment tu suis, Cécile, si je peux me permettre de te tutoyer, comment tu suis tes paris de croissance et de valeur business, et à quelle fréquence? Alors, vaste question. Alors déjà, tout est parti de notre fameux projet à 5 ans. Donc sur le projet à 5 ans, on a déterminé des cibles marchés. Sur ces cibles marchés-là, on s'est dit on veut faire plus X%. Ou alors on est déjà ultra leader et on va plutôt non pas aller chercher des points de croissance, mais des points de satisfaction ou des points de fidélisation. Donc ça déjà, c'est mon cadre principal. Et on a décliné pour le coup ces objectifs quinquennaux après en objectifs annuels. D'accord ? Donc en permanence, en fonction de la feature dont on parle, soit ça va être un accélérateur de croissance, donc de conquête. Donc je regarde, une fois que c'est délivré, l'avantage de le présenter aux sales,
c'est que moi, je leur demande aussi un feedback. Donc ça se fait. On a 5 grands événements entre les BO et les sales dans l'année. Donc ça permet de voir effectivement si la feature, parce que ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas une qui va permettre en fait, d'atteindre le pari de croissance, c'est souvent une somme pour le coup de feature, si on atteint nos objectifs ou pas. Donc objectifs quinquennaux, objectifs de conquête à l'année, et les objectifs de conquête à l'année sont eux-mêmes redécoupés en objectifs en 4 séquences commerciales. Donc on n'est pas encore calé, on n'a pas calé encore les séquences commerciales sur les trains. On verra si on fait ou si on ne fait pas, pour voir s'il y a un effet en fait immédiat. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est, je disais, il y a des features qui ne vont pas nous aider à être des accélérateurs de croissance au sens conquête, mais ils vont être accélérateurs de fidélisation. Donc là, on a mis en place ce que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, la partie NPS, le Net Promoter Score, donc, où on va également l'analyser, pour le coup, par profil utilisateur sur notre produit compta. La particularité, peut-être pour rentrer un peu dans les détails, c'est qu'on a plein de user persona. Là, on n'a parlé que du produit compta, mais en fait, on sert un agriculteur qui, dans notre jargon, est en compta sur trésorerie. En gros, ça veut dire quoi? Il ouvre son logiciel de compta 3 fois dans l'année. Donc, il faut que ça soit rapide, simple et efficace. Et à l'autre bout de la chaîne, tu vas trouver l'expert comptable ou le responsable méthode d'un grand cabinet qui, lui, passe 10 à 12 heures par jour sur son ISA compta. Donc, on a essayé également comme ça de faire ces mesures-là. Donc, en gros, les objectifs commerciaux, on les suit à la loupe parce qu'on est vraiment une entreprise qui est très focus croissance. On ne part pas de 3 à 2500 collaborateurs par hasard. Et ensuite, sur la mesure plutôt de la fidélisation et du NPS, on est plutôt pour l'instant à une mesure à l'année. Voilà. Et on a mis en place néanmoins, ça démarre tout juste en compta, des retours à chaud régulièrement via toute la partie, on avait vu tout à droite tout à l'heure, la direction support logiciel. Donc ça aussi, ça commence à nous donner des sondes beaucoup plus récurrentes que l'enquête de satisfaction, effectivement, qu'on faisait une fois, et le baromètre une fois à l'année. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, ça va. Oui, et pour compléter ce que dit Cécile aussi, c'est-à-dire qu'on était sur un rythme annuel de livraison de versions, et en passant à 3 versions par an, on a créé un goulot d'étranglement au niveau de nos équipes support, parce qu'elles n'étaient pas, on n'avait pas forcément anticipé le fait qu'elles allaient devoir déployer ces 3 versions dans l'année. Donc on a aussi une problématique on délivre une version et aujourd'hui elle ne touche pas encore tous nos clients. Donc on a du mal aussi à voir l'effet de la valeur immédiat sur nos clients en fait. Donc c'est pour ça que le rythme de retour de satisfaction du client d'1 an pour l'instant est nécessaire, enfin est suffisant, parce que de toute façon les clients n'ont pas finalement, certains sautent des versions en fait. Merci. Peut-être qu'on a des questions en ligne, j'ai pas la vision. Non. Ok. Alors, on a le temps pour une question ou pas? Non. Non. Vas-y. Vous avez parlé de RQM dans le dispositif, qui a un rôle un peu particulier. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait pour embarquer vraiment ce rôle-là là-dedans. C'était peut-être très différent de ce qui était fait avant. Et qu'est-ce que ça a permis, dans quelle mesure c'était un facilitateur du succès global, de la valeur? Alors, je veux bien. En fait, on avait déjà ce rôle de quality manager qui existait déjà dans l'ancienne organisation. Et aujourd'hui, la qualité, c'est un vrai souci pour nous. Enfin, c'est un vrai sujet. Et le souci est parfois un souci parce qu'on a encore des versions qui s'installent en local, en on-premise. Donc, on a beaucoup de phases de validation d'une version, de respecter les étapes. On a aussi la partie animation de la communauté des TQL, des techniciens qualité logicielle. Donc, aujourd'hui, on estimait qu'on n'était pas suffisamment bien organisé ou assez mature pour dire la qualité est portée naturellement par le train, en fait. Et donc, ce quality manager qui existe aujourd'hui, on a décidé, on souhaitait le maintenir pour qu'il puisse animer cette communauté de testeurs et puis vérifier que d'un point de vue macro, on ne rate pas des étapes dans la validation d'une version, on ne rate pas dans des étapes à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui est animation de la qualité de développement, toute cette partie-là un peu plus
liées à la partie développement, c'est géré par les tech leads, c'est géré par les architectes. Voilà, on est vraiment sur la qualité logicielle en sortie de production, en fait, beaucoup plus axé là-dessus. En complément aussi, chez Isagri, le rôle d'architecte est nouveau. Enfin, il est encore récent, il date d'il y a 1 an. Il n'y a pas encore assez de hauteur et d'expérience d'entreprise pour pouvoir vraiment asseoir un rôle d'architecte global qui va également porter tous les enjeux, toute la stratégie d'amélioration de la chaîne de delivery et de la qualité. Donc c'est pour ça que le renforcer avec les RQM qui de fait aujourd'hui ont beaucoup plus d'expérience que les architectes, mais sans avoir la connaissance et la compétence architecture, ça permet de sécuriser aussi ces chantiers-là. Juste, j'allais poser une toute petite dernière question, toujours sur le sujet. Dans quelle mesure est-ce que cet interlocuteur ou ces interlocuteurs interviennent très tôt ou pas très tôt, finalement, dans le processus de création de valeur? Désolé. Alors, les architectes, ils interviennent assez tôt parce qu'en fait, quand on décide de travailler sur les épopées, les features, il y a forcément les enablers qui apparaissent en disant bah oui, ok, vous voulez faire ça, mais il y a besoin de creuser, il y a besoin de travailler sur l'architecture avant d'y aller. Donc, forcément, ils sont impliqués au départ. Hein, quand on travaille sur la MVP épopée, ils sont présents aussi. Ils ne sont pas forcément acteurs, mais ils sont là pour nous écouter, échanger, pour lever un peu les lièvres sur lesquels, attendez, vous voulez partir vers ça, mais il y a telle et telle condition avant d'y aller. Donc, ils sont pas mal présents à ce niveau-là. Et puis après, eux, ils travaillent beaucoup sur la partie enabler technique aussi. Je ne sais plus quelle était la question au départ, si j'ai répondu, mais... C'était un peu plus sur la partie RQM, mais... Oui. Ah oui, et RQM, effectivement, ils sont un peu à ce niveau-là aussi, de voir... Alors, c'est vrai que pour l'instant, le rôle du RQM, il est vraiment très basé sur la partie sortie de version. Donc, il est assez peu acteur au niveau de... Par contre, il participe également aux sessions pour voir si, en termes de tests, en termes de plateforme de tests ou de choses comme ça, il y a des choses à anticiper, mais il est un peu moins impliqué à ce moment-là. Après, il y a également tout le flux d'amélioration et de transformation technique de l'entreprise, notamment justement ces chaînes de delivery, la mise en place d'approches et de chaînes DevOps. Il y a beaucoup de choses qui sont pour le coup pas portées par une démarche produit, mais plus une démarche d'entreprise organisée au niveau de toute l'entreprise avec l'architecture d'entreprise. Et eux sont un peu les canaux d'arrivée de ces sujets-là et pour pouvoir, ils vont les porter pour les embarquer au niveau des équipes. Donc c'est un peu un deuxième canal à côté, mais qui doit nécessairement se synchroniser bien sûr avec Jean-Yves sur le produit. Bon, je pense que du coup c'était les dernières questions. Eh bien, merci pour vos questions. Merci encore Jean-Yves, Cécile d'être venu pour partager ce retour d'expérience. Et il me semble que on est tout bon, effectivement. Jean-Loup a annoncé la suite. Bravo. Bravo et merci beaucoup. On arrive effectivement à la fin de cette matinée. Pour ceux qui sont à distance, un grand merci également de nous avoir suivis. Et on se retrouve dès 13h30 avec une conférence de Inbar Oren, qui fait l'honneur d'être ici avec nous aujourd'hui, donc qui est un fellow de SAFE. Et voilà. Et pour tous ceux qui sont ici, un grand merci également. Je vais vous inviter à pouvoir aller déjeuner, donc c'est juste à côté. À tout à l'heure, reprise à 13h30. Merci beaucoup.